L'administration Trump a accordé une semaine de répit à la République islamique pour les funérailles de Khamenei. Donc, pendant que les négociations sont en pause, écoutons ce que le régime a vraiment dit. Meurtre pour l'omnipotence! Mar amigo! Mar amigo, mar amigo. Asike Koch, Imam et Madad, pourquoi ne tuez-vous pas? C'est notre honte! Si nous ne tuons pas l'assassin de l'attentat, je jure sur ton sang que nous en porterons la responsabilité. Par la force divine, Varamin est l'initiateur de notre soulèvement du 15. Et ces femmes courageuses ont décidé, si Dieu le veut, de prévoir une récompense pour celui qui tuera Trump ou Netanyahou. Cette récompense est bien de la part des hommes et des femmes de Varamin, c'est 100 kg d'or. 100 kg d'or. Inch'Allah, bientôt cette nouvelle viendra pour le peuple iranien que Trump ou Netanyahou soient éliminés. Eh bien, vous l'avez entendu, 100 kg d'or pour quiconque tue Netanyahou ou Trump. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment changé leur façon de faire ici. Je sais que nous avons aussi un extrait de Mohammad Ghalibaf, qui est actuellement le principal négociateur, également président du Parlement de la République islamique, qui a dit ceci à propos des soi-disant concessions que la République islamique est en train d'abandonner. La vengeance pour notre imam, la libération de Quds, en aucun cas nous n'autorisons l'accès aux sites qui ont été bombardés et endommagés, nous ne le considérons pas comme légal. Nous avons agi avec dignité, par Dieu. Ce document est la preuve de la défaite de l'Amérique. La preuve que l'Amérique a été vaincue. Eh bien voilà, c'est ce que dit la négociatrice en chef de la République islamique. Ça ne donne vraiment pas une bonne impression. Bien sûr, c'est un démenti catégorique de ce que les États-Unis avaient explicitement affirmé, à savoir qu'ils permettraient à ces négociateurs d'entrer. De plus, ces scènes horribles lors des funérailles où l'on scande « mort à l'Amérique ». On dirait bien que les choses ne se passent pas très bien pour les États-Unis dans ces négociations. Bellamy, qu'est-ce que tu penses de ce que nous avons vu jusqu'à présent? Désolée, j'ai perdu espoir en tout ce qui a du sens en ce moment. Et je pense que la façon dont l'administration a géré cela soulève beaucoup de questions pour moi. Mais en même temps, quand il s'agit de l'Iran, le terme négocier ne veut rien dire. N'est-ce pas? Ça ne veut absolument rien dire parce qu'il est arrivé quoi à « on ne négocie pas avec les terroristes ». Non. Et puis, regardons ce qui s'est passé en janvier. Tu as dit aux gens de descendre dans la rue et ils ont été massacrés. Ils continuent d'être tués pendant que nous parlons. Et puis, tout à coup, pour les funérailles, j'adore les belles cérémonies. Mais maintenant, tu forces même des civils opposés au régime à assister à des funérailles, en sachant que, d'un point de vue de l'image, si quelque chose devait arriver, on dirait « eh bien, c'est Israël qui a tué des Iraniens. Tout était la faute d'Israël. Tout était la faute des États-Unis. » Donc, d'un point de vue de l'image, c'était incroyable. Ce que j'aurais aimé, et je ne vais pas me retenir de le dire, c'est qu'ils auraient dû simplement atomiser les funérailles. Mais c'est juste mon point de vue. C'est gênant. Je ne sais pas pour Luc. Mais ça ne me dérangerait pas qu'il y ait quelques frappes aériennes ciblées. Au moins certaines de celles-là en particulier. Au moins ciblées. Oui. Parce que tu es condamné quoi que tu fasses. Tu es condamné si tu ne fais rien. Et à ce stade, on nous reprochera toujours tout le reste. Donc si vous venez toutes, je veux dire, un endroit un peu plus profond avec un peu plus d'eau aurait été parfait. Oui, une autre affaire de beeper ne m'aurait pas dérangé pour certaines des personnes qu'on a vues. Je sais aussi qu'il y avait des images des Houthis arrivant à la procession funéraire. Ils sont arrivés en scandant « Mort à l'Amérique ». Le thème de ces funérailles, qui durent plusieurs jours et coïncide avec le 250e anniversaire de l'Amérique, c'est « Mort à l'Amérique ». Ne laissez personne vous tromper. Je veux dire, ils l'ont fait exprès. Il n'y a aucun doute. Ils croient vraiment au symbolisme. Et les Américains et l'Occident aiment dire que ça ne veut rien dire, qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Vous savez, mort à Israël, mort à l'Amérique. Nous allons tuer Trump. 100 kg d'or pour, vous savez, la tête de Netanyahou, ce n'est pas juste une blague. Ce n'est pas que de la rhétorique. Il ferait ça sans hésiter. Et j'ai l'impression qu'il nous manque encore, ici en Occident, des gens pour comprendre qu'ils sont sérieux, n'est-ce pas? C'est leur déclaration d'indépendance, si on veut. Ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et nous devons les prendre au mot. malheureusement, nous voyons aussi de nombreux dirigeants occidentaux. Pour diverses raisons que nous aborderons, je suis sûre que le président des États-Unis minimise tous ces appels à la violence, ces incitations explicites, vous savez, à l'assassiner.
Lui, franchement, je trouve fou ce qu'on voit, surtout ces scènes lors des funérailles. C'est si flagrant et décevant que les gens refusent simplement d'appeler un chat un chat. Mais tu sais, on a aussi vu quelques personnes, pas beaucoup de personnalités connues, je dois dire. Beaucoup de personnalités politiques et diplomatiques de second ou troisième plan venant de différents États. Bien sûr, on a aussi vu beaucoup de représentants terroristes présents à ces funérailles. Turku, que penses-tu des funérailles d'après ce qu'on a vu? Ce que je vois, c'est que l'Iran s'est accordé une semaine de pause dans les négociations pour mettre en scène une démonstration de vengeance et de propagande. Oui. Exactement. Ils ont mis une prime sur la tête de Trump. Et aussi, ce que nous avons vu, c'est qu'ils accueillaient chaque pays avec des versets du Coran. Et la Turquie et l'Arabie saoudite ont eu les pires. Ce n'était pas le cas. Ces versets ne considéraient ni la Turquie ni l'Arabie saoudite comme des alliés. Ils laissaient entendre qu'ils coopéraient avec l'ennemi. Et les talibans reçoivent les versets les plus élogieux et ils étaient appelés alliés. Ils sont accueillis comme des alliés. Donc, ils accueillent les talibans comme des alliés. Oui, ils disent que la Turquie et l'Arabie saoudite, parce qu'elles sont sunnites, n'est-ce pas? Sunnites, et aussi je pense que tant que nous ne sacrifions pas nos soldats pour ce régime maléfique, nous ne sommes pas assez musulmans pour eux. C'est ça. Donc je pense que c'était juste une blague, ces funérailles, et je ne sais pas ce que fait Trump ni ce que sont ces négociations. En gros, ce n'est pas une négociation. C'est juste pour que l'Iran demande du temps afin de reconstruire sa force pour riposter. Et c'est ce qu'il déclare depuis des mois, depuis le début des manifestations en décembre. Maintenant, je dois dire que nous n'avons pas eu l'occasion de vous présenter, mais Turku Avsi, qui est en fait une chercheuse turque et une étudiante ici en Israël, a été prise pour cible par le régime en Turquie. Donc, vous avez vraiment une expérience directe avec certaines de ces personnes très sympathiques que nous voyons assister à ces funérailles. Mais vous savez, belle amie, je veux revenir vers vous concernant les négociations. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Si Galiev lui-même nie catégoriquement qu'ils vont permettre une quelconque inspection, sur quoi sommes-nous en train de négocier? N'était-ce pas censé porter uniquement sur la question nucléaire au départ? Oui, mais aussi, je veux revenir sur la façon dont Trump a minimisé ce qui se passait et ce à quoi l'on incitait. Comme c'est le cas, parce qu'il a été visé à plusieurs reprises, et c'était toujours une question de combat, et c'est devenu, tu sais, la cerise sur le gâteau pour lui, presque comme son moment de Messie, avec le sang qui coulait et le poing levé en l'air. C'était vraiment quelque chose de marquant. Mais comment se sentirait-il si Chaz Hezbollah, si une autre attaque ou quelque chose de similaire lui arrivait et que nous minimisions cela? Comment cela paraîtrait-il alors, en tant que citoyens, dirait-on, serions-nous moins patriotes? Est-ce qu'on ne serait pas comme, est-ce que ce serait nous qui serions maintenant du côté des terroristes? Comment le prendrait-il? Mais maintenant, pour revenir aux négociations, tout d'abord, ce mot ne veut absolument rien dire parce que qu'est-ce qu'on fait? Pour aller de l'avant, il doit y avoir quelque chose qui soit déclaré dès le départ. Il ne dit rien. Il gagne du temps. Les élections de mi-mandat approchent. Il se passe tellement de choses. Et en ce qui concerne la base n'est pas contente de lui. Et la base, comme on l'a déjà vu avec les gens de gauche, aussi à droite, les gens sont vraiment anti-Israël. Et ce n'est pas toute la base républicaine, mais les personnes qui comptent vraiment et celles qui ont les poches assez profondes ne veulent vraiment rien avoir à faire avec Israël. Elles ne veulent rien avoir à faire avec Israël. Au début, c'était super, mais maintenant, ils disent « c'est drôle que tu en parles encore, car c'est censé être l'Amérique d'abord ». Mais qu'est-ce que l'Amérique si elle ne peut pas défendre ses intérêts quand il s'agit d'une menace pour le pays le plus puissant du monde? Si vous ne pouvez pas réagir et montrer clairement ce que signifie s'en prendre à quelqu'un, même avec de simples mots, alors moi, en tant que citoyenne américaine, je ne me sens pas vraiment en sécurité. Oui. Je veux dire, je pense que tu soulèves un point intéressant parce que moi aussi, l'une de mes premières pensées quand j'ai vu les commentaires de Trump, c'était « quel genre de message cela envoie-t-il aux autres Américains ?» Oublions Israël, d'accord? Tu n'aimes pas Israël? Très bien, tu n'aimes pas Israël. Quel message cela envoie-t-il à tous les autres alliés des États-Unis et à toutes les autres petites démocraties dans le monde entier? Peu importe ce que fait la République islamique. Peu importe ce que font la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou ses dictatures. Le président des États-Unis, le chef du monde libre, ne fera rien. Non seulement ça, il va manipuler tout le monde et leur dire que tout va bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. Je veux dire, je ne sais pas, ça pourrait être à cause des élections de mi-mandat. Je sais que s'il perd la Chambre et le Sénat, il aura du mal à faire avancer son programme. Mais je veux dire, ça ne sera pas avant novembre. C'est encore loin.
C'est vraiment loin. Et comme nous le savons, plus cela dure dans la République islamique, plus il y a de morts. Chaque jour, il y a de plus en plus d'Iraniens qui meurent. Je veux dire, Shoshana, qu'en penses-tu? Que se passe-t-il avec ces négociations? Quel est l'objectif ici? Je trouve que tu as soulevé un point très intéressant. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'on minimise la menace que représente le régime iranien, non. Quand on minimise, on évite de répondre à une attaque directe. Qu'a-t-il fait? Ils ont mis un contrat sur sa tête, non? Oui. Donc, quand tu ne réponds pas, tu fais deux choses. Premièrement, tu te minimises toi-même, mais tu minimises aussi la menace qu'il représente. J'ai l'impression que cela a toujours été fait. Si les gens ne comprennent pas que le régime iranien est le leader mondial du terrorisme, que ce soit par procuration, directement ou contre son propre peuple, alors qu'est-ce qu'on va gagner ici? Pour moi, les négociations sont presque secondaires parce qu'en les minimisant, tu minimises, tu sais, comme tu l'as dit, la stature de Trump et leur menace pour le monde. Et je pense que tu fais une double erreur. Et puis, concernant les négociations, à ce stade, je ne sais pas si Trump cache quelque chose ou quels sont ses plans, s'il en a un, ou si ça va changer. Je sais qu'il est dangereux actuellement de ne pas les prendre au sérieux, ni de réagir face à la menace qu'ils représentent. C'est un gros problème. Eh bien, comme nous le savons, la République islamique a déjà commis plusieurs violations. Et on voit ce genre de représailles. Vous savez, la République islamique va bombarder un navire et ensuite les États-Unis vont bombarder une petite cible du régime. Ensuite, on entend que c'était une réponse proportionnée. Pourquoi y a-t-il cette obsession de la proportionnalité, non pas dans le sens de ce que cela signifie selon le droit international, mais dans l'idée que vous ne pouvez pas vaincre un ennemi? Je ne veux pas être, ça me rappelle cet extrait de la série À la Maison-Blanche d'il y a des années. On ne veut pas réagir de manière proportionnée face à ses ennemis. On veut vaincre son ennemi. Et il semble qu'on ne puisse plus faire cela. Il y a tellement de controverses sur ce qui paraît être fondamental. Je veux dire, Turgut, quel est ton avis sur les négociations? Je pense que, tu sais, j'ai arrêté de suivre les négociations parce qu'on sait tous comment ça va finir. Depuis le début, même avant que la guerre ne commence, on sait que ça ne sert à rien. Et l'Iran ne va tout simplement pas respecter les accords qu'ils vont signer. Et c'est ce qu'ils déclarent à leur télévision d'État, à la télévision internationale. Donc, je ne comprends pas pourquoi ni comment Trump leur fait confiance et laisse cela continuer. Je pense que nous verrons bien, mais je crois que je sais ce que nous allons voir. C'est sûrement une tactique de retardement, je ne vois pas d'autre raison. Possible, la Coupe du Monde se joue maintenant à travers les États-Unis. Oui. Les gens sont très intéressés. Ils observent et se disent « Tu as raison, je ne pourrais pas le faire ». Je n'ai pas regardé un seul match de la Coupe du Monde. Tu fais partie d'une minorité de femmes car beaucoup regardent la télévision. Mes enfants disent « Le Maroc et le Canada jouent ». Je réponds « Et alors? C'est drôle ». Qui s'en soucie? En ce moment, le monde entier regarde le football et le mariage de Taylor. Oui, bien sûr. Comment pourrions-nous oublier? Ils ont paralysé Manhattan. Au fait, je suis fan de Taylor. Moi aussi, pour que ce soit clair, Mais je veux quand même dire, tu as soulevé quelque chose d'intéressant sur le fait que, tu sais, Trump présente en quelque sorte une image erronée de ce qu'est réellement le régime. Je dirais que c'est de la manipulation psychologique. Et c'est en fait quelque chose qu'il a fait assez souvent avec un autre pays dont je veux parler aujourd'hui. Et c'est la Turquie qui pourrait ou non, cela reste à voir, mais il semble de plus en plus qu'il s'agisse du prochain grand affrontement, du prochain grand ennemi, du moins d'après la façon dont Erdogan, le dictateur, en parle. Turku, quel est ton avis là-dessus? Je sais que Trump a en quelque sorte trouvé toutes sortes d'excuses pour vendre les avions de chasse à la Turquie, quelque chose qu'ils avaient auparavant évité de faire. C'est très préoccupant. On voit beaucoup de membres du Congrès, à droite comme à gauche, exprimer leur scepticisme à ce sujet. Ce n'est pas un bon régime. Je veux dire, quel est ton avis sur la situation? En plus, Trump ne cesse de faire des compliments à Erdogan dans chacun de ses discours. Et c'est bizarre, non? Pourquoi? Et je pense qu'Erdogan cherche aussi à lui plaire. Il y a des accords entre eux. Aussi, comme tu le sais, la Turquie s'est démarquée pendant la guerre avec l'Iran. Je pense que la Turquie a fait tout ce que Trump leur a demandé de faire, même si Erdogan dit le contraire. Et je pense que ce que nous voyons de la part des responsables turcs relève davantage de la propagande de la Turquie en ce moment, parce qu'ils sont en train de transformer la Turquie en un pays vraiment antidémocratique. Et nous sommes en train de devenir un véritable pays du tiers-monde du Moyen-Orient en termes de liberté d'expression et de démocratie. Et je pense qu'ils sont plus intéressés à diffuser leur propagande dans le monde.
parce qu'ils ont vu que cela aidait l'Iran, le régime en Iran, parce qu'ils ont vu que même s'ils tuaient leur peuple, ils violaient toutes sortes de droits humains envers leur propre population simplement parce qu'ils étaient contre Israël. Ils ont obtenu le soutien des gauchistes occidentaux. Et je pense aussi que c'est ce qu'ils recherchent. Et nous voyons sur TRT World un autre héritage, parfois aussi Jane Kruger, qu'ils essaient de présenter la Turquie comme le seul pays moral qui se démarque. Et c'est la télévision d'État. Ce sont des chaînes télévisées financées par l'État. Exactement. Exactement. Ah, quand je regarde TRT en turc, c'est un peu comme regarder la télévision du régime iranien. C'est la propagande qu'ils font. Et je me dis, la Turquie a plus de 24 installations et bases combinées des États-Unis et de l'OTAN. Alors, que faisons-nous? De quel côté sommes-nous? Quel type de politique étrangère est-ce? C'est ce que les journalistes turcs devraient demander à notre ministre des Affaires étrangères. Ils doivent l'interroger sur nos politiques étrangères. De quel côté sommes-nous? Que faisons-nous? Et je pense qu'en ce moment, ce n'est que de la propagande et une sorte d'opération de blanchiment d'image du régime actuel. Eh bien, vous savez, vous avez mentionné le ministre des Affaires étrangères. Comment s'appelle-t-il? Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, qui a fait des commentaires assez controversés. Nous avons en fait un extrait vidéo. Regardons. Israël n'est pas seulement le problème de la Turquie, ce n'est pas seulement la question de notre président, ce n'est que notre président qui se lève et dit que c'est une erreur, il appelle cela une erreur, c'est mieux que l'allemand original, vous savez, je sais, n'est-ce pas? Ça sonne. It's better than the original German, you know. Exactement comme une application. Exactement comme quelqu'un d'autre. Ils sont le problème. Toute l'humanité doit s'impliquer pour résoudre ce problème. Je veux dire, c'est très, très évident où cette rhétorique nous mène. Je trouve aussi hilarant que quelqu'un représentant la Turquie affirme que la Turquie a fait plus que n'importe quel autre pays, même contre Israël. Comme tu l'as dit, ils essaient encore de jouer sur les deux tableaux. Oui. Oui, clairement, je veux dire, c'est carrément une rhétorique nazie. Je ne crois pas que la Turquie ne se soit pas du tout impliquée dans la guerre. Il y a des rapports selon lesquels Erdogan serait allé directement voir J.D. Vance et lui aurait dit, tu sais, fais échouer tout ça. Il y avait des informations sur une tentative de faire venir les Kurdes, de les armer et de les faire participer au soulèvement. Et eux, tu sais, la Turquie était catégorique. Absolument pas. Ne faites pas ça. Que ce soit vrai ou non, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, il a dû se passer quelque chose. Je ne pense pas qu'il soit resté silencieux du tout. Je ne pense pas, non. Non, pas silencieux. Je pense que tu voulais dire qu'il n'a pas soutenu la République islamique, qu'ils n'ont rien fait alors qu'ils auraient pu, oui. Ou du moins, c'est la crainte qu'ils le fassent, je pense. Donc on a de la chance qu'ils aient seulement fait échouer ça. Je suppose. Oui. Je pense que la chose la plus intelligente serait que les Chypriotes s'allient réellement avec les bonnes personnes afin de pouvoir réellement décoloniser la partie nord de leur pays qui est dirigée par les Turcs. L'occuper enverra un message très fort et puissant aux personnes avec qui ils veulent s'asseoir à la table, qui sont les terroristes mondiaux. Oui. Je veux dire, nous avons aussi provoqué la colère du régime turc une fois de plus en reconnaissant l'horreur du génocide arménien. Dieu nous en préserve, nous reconnaissons un massacre survenu il y a plus de 100 ans. Mais vous savez, la Turquie s'est montrée d'une indécence totale à ce sujet pendant des décennies depuis la création de l'État moderne de Turquie. Et ils n'ont cessé de le nier et d'effacer les preuves depuis toujours. Mais nous n'avons pas vu beaucoup d'autres crises de colère de la part du régime turc en réponse à cela. Chaque fois que cela arrive avec n'importe quel pays, ils jurent haut et fort qu'ils vont couper les relations et qu'il y aura des conséquences pour la reconnaissance du génocide arménien. Et une semaine plus tard, plus personne n'en parle. Mais je pense qu'on a en fait accéléré le processus. Là, ça a pris moins d'une semaine. Oui, ils n'ont pas vraiment parlé de la Turquie. En Azerbaïdjan, par contre, ils en parlent davantage parce que l'Azerbaïdjan est en quelque sorte un allié d'Israël et ils sont vraiment offensés. Je reçois aussi des messages de certains de mes abonnés azerbaïdjanais. Mais le génocide arménien est un sujet assez sensible en Turquie. En tant que personne ayant grandi en Turquie, j'aimerais vous en parler. Et même, Chun, pour que vous compreniez à quel point c'est sensible, même quand je prononce le mot génocide, je me sens un peu bizarre parce que c'était quasiment interdit. Je me souviens que la France a été l'un des premiers pays à reconnaître. J'étais enfant, 6 ou 7 ans, et tout le monde a cessé d'acheter des produits français. Et c'est vraiment un sujet sensible. Mais cette fois, j'ai vraiment vérifié toutes les actualités turques et ils étaient vraiment, est-ce qu'ils sont passés à autre chose? Oui. C'est tellement intéressant.
Eh bien, c'est bien. Je sais qu'à un moment donné, c'était aussi criminalisé. On ne pouvait même pas utiliser le mot génocide, mais ils se sont peu à peu montrés plus souples à ce sujet. Je ne sais pas combien de temps cela va continuer vu la direction que prend Erdogan, mais on verra bien. D'accord. Bon, je voudrais passer à l'une de nos rubriques les plus populaires, l'une de nos préférées, les héros et les salauds. Bien sûr, nous allons commencer par nos salauds, et il n'en manque pas cette semaine. Il semble que ces dernières années, les salauds ne manquent vraiment pas, mais je vais te laisser commencer. Tu nous laisses lancer la liste des salauds pour aujourd'hui. Turku, qui as-tu choisi? Je pense que ce ne sera pas une surprise. C'est le ministre des Affaires étrangères de mon pays, Hakan Fidan. Comme chaque semaine, il a de nouveau menacé Israël et dénigré Israël. Et il oublie que le peuple turc attend de lui qu'il réponde aux milliers de problèmes que nous avons. Et il choisit seulement de parler d'une menace qui n'existe pas. Ils ont commencé ce conflit en menaçant Israël depuis le 7 octobre chaque semaine. Après chaque prière du vendredi, ils appellent à la destruction d'Israël. Et ensuite, ils ont créé un conflit qui n'existe pas. Et il a oublié qu'il a signé le plan de paix pour la frontière de Gaza qui garantit la sécurité d'Israël et le désarmement du Hamas à Gaza. Mais maintenant, je suis vraiment confuse. Il l'a signé à côté de Trump. Ils étaient assis ensemble et incroyable. Il a signé l'accord. Je ne sais pas à quel Hakan Fidan nous devrions faire confiance en tant que peuple turc. Le Hakan Fidan qui menace Israël chaque semaine ou le Hakan Fidan qui assure la sécurité d'Israël et désarme le Hamas. Mais en plus, nous hébergeons maintenant le Hamas. Le Hamas devient une base et personne ne remet cela en question. Personne ne pose cette question à Hakan Fidan, même notre chef de l'opposition. Et j'aimerais vous rappeler ce qu'est le Hamas. Le Hamas est l'extension des frères musulmans et les frères musulmans étaient. Les frères musulmans ont été créés pour se venger de la République turque et des révolutions d'Atatürk en Turquie, parce qu'après qu'Atatürk ait établi une constitution laïque, il a aboli le califat. Et après qu'il ait aboli cette institution, aucun pays arabe ou pays musulman n'a accepté de rétablir cette institution parce qu'elle était inutile. Et à cette époque, le chef des frères musulmans, Hassan al-Banna, a créé les frères musulmans pour se venger de la République turque laïque. Et aujourd'hui, ils font de la Turquie leur base et ils prennent leur revanche. Nous sommes en train de perdre la République turque moderne et démocratique. Elle devient un pays tel que le souhaiteraient les frères musulmans. Et je pense que c'est la véritable menace. La véritable menace n'est pas Israël. Ce n'a jamais été Israël. Et quand je lis les commentaires sous Middle East Eye ou TRT World de ces gauchistes occidentaux qui parfois font l'éloge d'Erdogan, je suis vraiment choquée. Littéralement, tous ces rivaux sont en prison en ce moment. Oui, J'étais là, genre, d'accord. Et juste parce qu'ils s'y opposent, juste parce qu'ils menacent la souveraineté d'un autre pays, on doit maintenant le louer. d'ailleurs, je crois que vous avez aussi été menacée. J'ai oublié de le mentionner. Maintenant, c'est devenu tout à fait normal. Tu es une femme très sollicitée. Qu'est-ce qu'on te reproche? Des insultes répétées envers le président Recep Tayyip Erdogan. D'accord. Eh bien, Kolokolov, oui, bravo, on peut l'applaudir. C'est tout un exploit, oui. Wow. Très bien, Shana, qui est le salaud de la semaine. Eh bien, d'un pays à un autre qui s'effondre. Cette semaine, je dénonce le Parti démocrate à cause de ce qui est devenu un sujet de conversation acceptable au sein de ce parti, à savoir que le fait d'être juif est un problème. Lors d'un débat sur CNN sur de possibles candidats démocrates à la présidentielle, une panéliste a affirmé que le sénateur Jon Ossoff pourrait être le démocrate apte à trouver le juste équilibre. Bien qu'étant juif, il critique fortement le gouvernement israélien. Et une autre panéliste, Alex Michelson, a dit qu'en tant que juive, certaines personnes paraissent un peu plus juives que d'autres. Et Jon Ossoff ne paraît peut-être pas aussi juif que Josh Shapiro. Sur la question juive, donc pour conclure, oui, il est juif. Il pourrait être le démocrate apte à trouver l'équilibre. Bien qu'il soit juif, il critique fortement le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou, ce qui lui donne de la crédibilité. Donc il est possible, je pense, qu'il puisse occuper cette position entre les deux extrêmes du Parti démocrate. Demande à Scott Weiner si ça marche pour lui. En tant que juif, certains semblent plus juifs que d'autres. Jon Ossoff paraît moins juif que Josh Shapiro, pour ce que ça vaut.
Qu'est-ce qui se passe ici, sérieusement? Il est un peu moins juif que cet homme, donc il pourrait être élu démocratiquement. Allô? Nous ne discutons pas de la politique, des opinions ou du programme de quelqu'un, juste de savoir s'ils ont un nez assez grand ou assez petit pour ne pas être considérés comme juifs et pouvoir être élus. Peux-tu imaginer dire cela d'une autre minorité? Dirait-on qu'un candidat musulman ou noir devrait être moins musulman ou moins noir? Quelqu'un a-t-il demandé à Elon d'enlever son hijab ou à Tlaib de renier son héritage palestinien? Au contraire, ces membres démocrates du Congrès s'en sortent en disant qu'Israël pratique l'apartheid et en refusant de condamner clairement le terrorisme du Hamas. Ça, c'est accepté. Aucun analyste politique sérieux ne dit que les musulmans doivent cacher leur religion pour être éligibles. Seuls les juifs doivent prouver qu'ils sont la bonne sorte de juifs. Ironiquement, le Parti démocrate, qui bénéficie du soutien de la minorité juive depuis près de 100 ans, depuis 1968 environ, 71% des Américains juifs ont voté pour les candidats démocrates à la présidence. Mais maintenant, d'une certaine manière, être juif est un handicap dans ce parti. Cette Amérique est un énorme signal d'alarme. Quiconque connaît l'histoire sait que ce qui touche les juifs ne s'arrête jamais là. Amérique, ta société se désagrège sous tes yeux. Dans une société libre, la solution n'est pas que les juifs soient moins juifs. La solution est de confronter l'antisémitisme qui provoque cette folie dès le départ. Aucun Américain, quelle que soit sa religion, sa race ou ses convictions, ne devrait avoir à cacher qui il est. Quel que soit votre bord politique, je vous demande de voir ceci comme un signal d'alarme. Pour sauver l'Amérique, il faut traiter cette haine. Beaucoup de travail vous attend. Erika, tu as des ennuis, ma fille. Oui. J'écoute ce que tu dis sur la Turquie. Ça me terrifie car j'ignorais tout cela. Tu le savais? Même les Turcs semblent l'ignorer. T'inquiète pas. Eh bien, merci de répandre la vérité profonde. Et j'espère que les Américains vont se réveiller. Oui, moi aussi. Bellamy, qui est ton salaud de la semaine? La SABC, la South African Broadcasting Corporation, parce que cette semaine, avec les attaques xénophobes qui ont eu lieu, tous les ressortissants étrangers ont eu jusqu'au 30 juin avec un préavis de 2 mois pour quitter le pays. Quand je vivais en Afrique du Sud, l'année de mon départ en 2008, j'ai vu les attaques xénophobes augmenter à un niveau effrayant, sans aucune couverture médiatique, car ce n'était même pas signalé en interne. La SABC appartient à l'ANC, qui est un relais du régime iranien. Donc, si quelqu'un ne sait pas comment relier tout ça, je ne suis pas surprise, parce qu'à ce stade, c'est essentiellement géré comme Al Jazeera. D'autres publications disent désormais aussi que la marche organisée par ces civils, vous savez, qui allait essentiellement lyncher des gens chez eux, même des personnes qui sont citoyennes sud-africaines, mais qui ont simplement été naturalisées, se sont fait dire de partir, sinon elles partiraient dans des cercueils. Donc, si une telle menace existe, il faut maintenant trouver comment Israël est responsable, parce que maintenant, c'est la faute d'Israël. Ce qui m'a mise en colère à ce sujet, c'est la colère sélective de tout le monde. Et les gens disaient « mais on ne sait rien à ce sujet ». Et j'ai répondu « exactement ». Mais quand des gens comme moi continuent de dire « il faut regarder et écouter », il faut regarder et il faut écouter parce que ça va finir par nous retomber dessus, parce que regardez ce qui se passe maintenant. Israël est à blâmer. Qu'est-ce qu'on a à voir avec les attaques xénophobes dans un pays qui nous déteste déjà, qui nous traite d'état d'apartheid? Mais eux, ils déroulent volontiers le tapis rouge en disant à tous les autres ressortissants étrangers de quitter leur pays parce qu'ils n'y ont pas leur place. C'est fou. Et c'est comme si on m'avait dit, elle m'a montré les messages reçus, et ce sont toujours les personnes juives qui protègent les leurs. Les travailleurs, car ils sont comme une famille. Son jardinier était là. Elle a dû l'installer chez elle, envoyer sa nounou chez sa mère parce qu'il n'était pas prudent pour eux de rentrer chez eux, juste au cas où. Avec un fils qui doit envoyer un message à son père, qui est son jardinier, en disant « Où que tu sois, assure-toi de rester là. Je voulais juste vérifier que tu es en sécurité. Ils viennent de tuer 2 personnes. » La SABC n'a même pas pris la peine d'aller dans le township parce que, quoi qu'il se passe et que personne ne sache à l'extérieur, personne n'a besoin de le savoir. Des gens sont morts. Des gens sont morts, mais ils n'en parleront pas. C'est une véritable honte en Afrique du Sud. Selon sa constitution, ce pays devrait être l'un des plus libres et protecteurs des libertés. Et c'est juste la façon dont l'ANC communiste l'a mené à la ruine, enraciné dans la victimisation et le sentiment que tout leur est dû, et en opprimant les autres au lieu de construire quelque chose de productif. C'est tellement décevant à regarder.
Tant de potentiel gâché en Afrique du Sud, et tu as tout à fait raison. Ils ont de forts liens avec la République islamique, tant sur ce plan qu'au niveau gouvernemental. Nous voyons aussi qu'Irencel travaille avec ATN, l'un des principaux fournisseurs sud-africains, MTN, oui. Ils détiennent, je crois, 49% d'un des principaux fournisseurs d'accès à Internet en Iran, qui a été coupé longtemps. Et il n'y a eu aucune réponse, aucune déclaration, rien du tout de la part de MTN, aucun commentaire. Donc ils sont impliqués dans tout ça, ils ont les mains sales dans toute cette affaire qui se passe en Iran. C'est vraiment une scène très décevante à voir. Nous allons conclure avec les ordures en présentant mon ordure de la semaine. Et vous savez, jeudi dernier, cela faisait 1000 jours depuis le massacre du 7 octobre. Vraiment l'invasion de l'État souverain d'Israël depuis la frontière de Gaza. Et l'enlèvement de 251 personnes, le massacre de plus de 1200 personnes, rien que ce jour-là. Une journée terrible, terrible, terrible pour tout le peuple juif, qui a déclenché une vague d'antisémitisme à laquelle nous faisons encore face, vraiment sans précédent depuis l'époque, au moins depuis l'époque de la Shoah dans les années 1930. J'ai l'impression que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je dois dire que pour la première fois, jeudi dernier, j'ai regardé certaines des images du 7 octobre que j'avais intentionnellement essayé d'éviter. Parce que c'est très, très difficile et éprouvant émotionnellement de regarder et de voir ce contenu, même si je l'ai déjà vu auparavant, je l'ai vu en temps réel. Et bien sûr, j'en ai rendu compte aux infos. Cela dit, ce qui m'a le plus bouleversé ce jour-là n'était pas vraiment de revoir certaines images déjà vues, c'était la réaction observée côté palestinien et du mouvement Palestine libre, car ils ont utilisé ce jour-là, soit 1000 jours depuis l'invasion d'Israël le 7 octobre, pour affirmer que cela fait 1000 jours que le génocide des Palestiniens a commencé. Je tiens à préciser pour tous ceux qui regardent qu'Israël n'a pas réagi aux événements du 7 octobre avant le 27 octobre. Il n'y a pas eu d'opération terrestre. Rien ne s'est passé à l'intérieur de Gaza. Il n'y avait absolument aucun Israélien à l'intérieur de Gaza le 7, le 6, le 5 ou le 4 octobre, à l'exception de ceux qui étaient déjà retenus en otage à ce moment-là. Et il y en avait encore quelques-uns, même avant la grande vague d'enlèvement. Donc, regarder cet événement et dire que cela marque le début d'un génocide palestinien est incroyablement insensible et aussi volontairement ignorant dans la façon dont on considère l'histoire. Et cela montre vraiment à quel point toute cette cause, le culte de la mort Palestine libre, tente de pervertir le récit historique. En remontant jusqu'au début du peuple juif, ils prétendent que les Juifs ne viennent pas d'ici, qu'ils sont des colonisateurs, des intrus européens ou autre chose du genre. Alors qu'en réalité, ce sont les Arabes qui sont venus ici en tant que colonisateurs. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir d'État ou qu'il devrait y avoir un État. C'est un débat complètement différent. Historiquement, les Juifs sont originaires d'ici, contrairement aux Palestiniens arabes actuels. C'est un fait historique. Et au lieu de reconnaître cela et de négocier à partir de ce point, on voit sans cesse l'histoire être réécrite. Et ce n'est pas différent ici. Ils passeront l'éternité à se plaindre que le génocide palestinien a commencé le 7 octobre, alors qu'en réalité, c'était une tentative de génocide du peuple juif et de l'État juif. Et j'en ai assez de ces conneries révisionnistes. Et j'en ai assez que personne ne le dénonce. Et le fait que ce soit une gifle incroyable pour tous ceux qui ont survécu à ce massacre, pour les otages qui ont été ramenés chez eux, pour les soldats qui ont combattu contre les tactiques dégoûtantes, djihadistes et violant les droits humains du Hamas à l'intérieur de Gaza, c'est incroyable. C'est ajouter l'insulte à l'injure. Et franchement, j'en ai vraiment marre. Alors, toute la cause palestinienne et tous ceux qui prétendent que le génocide palestinien a commencé jeudi dernier ou il y a 1000 jours jeudi dernier, j'en ai assez de vous. Vous êtes mes salauds de la semaine. Des salauds bien mérités. Horrible. J'ai vu certaines choses et je me suis dit, aujourd'hui, je ne peux pas gérer ça. C'est ridicule. C'est comme si je relisais le livre d'Alicia Robbie et ça me bouleverse encore plus. Parce que lire ce que quelqu'un a traversé et voir qu'il regardait encore ses ravisseurs avec bienveillance, qu'il les éduquait, qu'il leur parlait. Et c'est ce que tu vas dire depuis ton bel endroit quelque part à Santa Barbara, parce que tu sais, libérer les gens, le Jeanne, c'est un génocide. Je ne supporte pas les gens. Vraiment, je ne peux pas. C'est ridicule. Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut regarder les images du 7 octobre et voir des milliers de Gazaouis palestiniens dans les rues avec des barres de métal et des bâtons frappant nos otages à l'arrière de camions. Qui peut regarder ça et se dire, eh ben, ce sont eux les victimes. Quoi? C'est juste, ça dépasse l'entendement.
C'est une inversion de la vérité. C'est une inversion. Trace et ils le savent. C'est flagrant, mais ils persistent. Oui, c'est fou. Finissons tout de même sur une note positive, comme toujours. Je ne sais pas, bel ami, tu veux commencer avec ton héros de la semaine? Mon héros, ce sont des héros, mais je vais surtout parler de Yuval Raphaël, qui a représenté Israël l'an dernier à l'Eurovision. J'étais aussi aux Jeux de la Maccabiade. Merci à tous venus en Israël pour les Jeux de la Maccabiade. Le stade débordait de joie en voyant les parents. Qu'est-ce que les Jeux de la Maccabiade? Les Jeux de la Maccabiade. Ce que j'aime dire, c'est que c'est notre version des Jeux olympiques. D'accord? Il y a une torche, il y a tout. Mais voir tous ces pays venir du monde entier pour participer à toute une série d'épreuves sportives. Et à un moment où j'étais tellement inquiète pour les jeunes qui devaient cacher qui ils sont en tant que juifs, et de les voir des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Zimbabwe entrer fièrement dans le stade avec leur drapeau, regarder dans toutes les directions, crier et dire « Am Yisrael Haï », ça m'a donné des frissons. Mais quand Yuval Raphaël a chanté « Rise Up », elle a chanté « Rise Up d'Andra Day ». Et ça a commencé très doucement. Au moment du point culminant, même lorsque les feux d'artifice ont explosé, j'ai pleuré. Je crois avoir pleuré en public 2 fois, d'accord? Je mets une alarme pour savoir quand arrêter de pleurer et je le fais en privé. Mais j'ai juste commencé à sangloter parce que je me sentais tellement fière d'être assise en Israël, entourée de personnes qui ont choisi de venir en Israël, qui le voulaient vraiment. Être vraiment fière de qui ils sont en tant que juifs, mais aussi de le faire en Israël alors que le reste du monde nous déteste vraiment. Soyons honnêtes, ce n'est pas de l'antipathie. Ils nous détestent. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y avait personne qui parlait de politique ou de quoi que ce soit d'autre dans ce stade. C'était ce que j'appellerais de la joie juive sous stéroïdes. C'était incroyable. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi fière, aussi ouvertement. Mais voir tout le monde sourire et ressentir un moment d'ancrage après, surtout après le 7 octobre, ça a vraiment été, je ne dirais pas risqué, mais c'est une période tellement étrange de continuer à se réveiller chaque matin en se disant « Tu sais quoi? Nous sommes toujours là. Nous devons continuer. Nous devons aller de l'avant. » Et elle a chanté une chanson tellement inspirante. Et ces mots signifient tellement après tout ce que nous avons traversé et ce que nous continuons à affronter. Et tu sais quoi? Les sports, ça me va. Si jamais j'adorerais aller voir un match de baseball ou quelque chose comme ça, dis-le-moi. Je serai là même si je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Pour une fois, je me suis dit que j'irais voir un match. Amen, ça m'a convaincue. Alors merci à elle. Et merci aux organisateurs de la Maccabi. Et merci à ces pays qui n'ont pas eu peur et qui n'ont pas annulé. Je sais que l'Afrique du Sud a annulé sa délégation. Il n'y avait que 3 personnes, mais la délégation principale, qui aurait pu représenter quelque chose de très puissant même pour eux, a un peu raté un moment vraiment magnifique et magique. Wow. Wow. Ce n'est pas tout. Et Raphaël aussi est exceptionnelle. C'est une survivante de Nova. Elle a littéralement survécu en se cachant sous des corps dans ce qu'ils appellent l'abri de la mort. Des scènes vraiment horribles. Je l'ai interviewée une fois, c'était difficile même pour moi. Je me demandais comment elle restait aussi calme. Elle est remarquable. Wow. Sa force, son assurance et son courage. C'est vraiment impressionnant. Oui, absolument. Shoshana, qui est ton héroïne de la semaine? D'accord. Mon héroïne sera un peu difficile, mesdames. Je m'en excuse. Mais je dois utiliser ma plateforme pour sensibiliser à ce sujet. Mes héros sont les Nigérians qui prennent la parole au nom de leur communauté chrétienne, qui sont massacrés et tués. Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais que vous regardiez ceci avec moi. Nous avons quelques images de ce qui se passe actuellement au Nigeria. Ceci est le retour, si je ne me trompe pas, de 15 fidèles. Ceux qui n'ont pas été massacrés dans leur église ont été enlevés et retenus pendant 67 jours. Il y a des rapports de torture, de viols collectifs et de privation de nourriture. Et je regardais cette vidéo ce matin, et ces femmes ne pouvaient même pas sortir du fourgon sur leurs propres jambes. Et je ressens très fortement que le monde a tellement de passion, de rage et de colère face au génocide à Gaza. Et je ne pense pas qu'aucune guerre ne devrait être prise à la légère, et qu'aucun conflit ne devrait être pris à la légère. Mais cela arrive en ce moment même à des chrétiens noirs en Afrique, et personne ne s'en soucie. Et il y a des gens qui sont désespérés d'attirer l'attention de Trump et qui appellent Israël et Trump à les sauver.
Je pense qu'on devrait juste regarder d'abord, puis on pourra en parler un peu après. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point il est difficile de faire passer le message sur ce qui se passe là-bas. Vu tous les obstacles à surmonter pour y arriver, mais des personnes en ligne font ce travail, je vous supplie de les suivre. Quand ils lancent un appel à agir, peu importe lequel, écrivez à votre député ou sénateur. Cela doit être traité. Vous savez peut-être que Colin Candace ou Megyn Kelly, qui ont tant de choses à dire, mais rien à dire à ce sujet. Tucker Carlson, peut-être même Erika Kirk. Peut-être qu'Erika Kirk pourrait dire quelque chose. Je n'arrive même pas à parler. Je vois quelque chose comme ça et j'ai l'impression que le monde est trop silencieux. Et ça se passe partout au Nigeria. Des églises et villages chrétiens sont attaqués, des pasteurs tués et des enfants pris en otage contre rançon et au nom du djihad. Alors je demande juste à tout le monde, je suis désolée, c'est un peu déprimant, mais vous pouvez aussi être un héros si vous essayez d'aider d'une manière ou d'une autre ces gens du Nigeria. Si vous avez déjà voulu savoir quelle était la plus grande défaillance des Nations Unies, c'était bien celle-là. Et cela n'avait rien à voir avec Israël. Oui, Parce que, en grandissant, c'est sur ce genre de vidéos qu'ils ont financé toute leur organisation et pas un mot de leur part sur ce qui se passe. Tu as raison, Pas un mot. tu as raison. Oui, j'ai grandi avec des vidéos sur l'Afrique et tu sais, sauver un enfant ou peu importe comment ça s'appelait. Tu as raison, je ne sais pas où ils sont. L'ONU, ceci est aussi un appel. Où êtes-vous? c'est révoltant. Je veux dire, évidemment, le massacre des chrétiens se poursuit depuis un certain temps déjà au Nigeria et on en entend si peu parler et ce n'est pas limité à ce pays non plus. On assiste à une persécution massive des chrétiens, notamment au Moyen-Orient, comme celle des Coptes depuis des années face aux islamistes égyptiens. On constate récemment la situation des Druzes et de certaines communautés chrétiennes en Syrie. Rien que la semaine dernière, nous avons vu la République islamique réprimer les chrétiens à l'intérieur de l'Iran. Donc, il y a vraiment une guerre djihadiste qui ne vise pas seulement les Juifs. Les Juifs sont seulement en première ligne, mais c'est toute la civilisation occidentale, y compris et surtout le christianisme qui est visé. Et c'est vraiment très, très bouleversant de voir non seulement que cela se produit, mais aussi que le monde ne semble pas s'en soucier. Non. Ils sont très préoccupés. Par l'unique État juif. Oui, oui, absolument. Eh bien, c'est important, même si c'est difficile à regarder et à envisager, mais nous devons le faire. Turku, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine est Joseph Aoun, président du Liban. Et comme tu le sais, cette semaine, Amnesty, comment tu prononces leur nom? Amnesty. Amnesty, oui. Amnesty International et 5 autres ONG ont condamné l'accord entre Israël et le Liban. Cette organisation de défense des droits de l'homme a condamné l'accord de paix. Affirment-ils vraiment être pro-Hezbollah? C'est sur leur site web et ils ont littéralement mis en avant en disant que cela trahit les victimes de crimes de guerre. Oui, je l'ai vu hier soir quand je cherchais mon héros, puis j'ai vu ça et je n'arrivais pas à y croire. Je suis allée sur le site web d'Amnesty International et c'est vraiment le wow. Oui. Donc apparemment, cette organisation de défense des droits humains ne veut pas la paix. Ils veulent que le Hezbollah occupe le Liban et c'est incroyable pour moi parce que quand j'étais au lycée, mon rêve était de travailler dans l'une de ces organisations de défense des droits humains. J'étais jeune et stupide, je ne savais rien. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'ils ignorent complètement comment l'Iran est impliqué.
le Liban et comment ils influencent la vie des Libanais. Et ce que je vois, c'est que le Hezbollah a pris en otage le Liban et le peuple libanais ainsi que sa souveraineté. Et c'est juste, je ne comprends pas comment ils peuvent encore, ils ont ce culot de dire que c'est une trahison envers les victimes des crimes de guerre. Mais Joseph Aoun a tenu bon et s'est montré très résolu. Dans l'ensemble. Oui, Il a défendu l'accord et je pense que c'est mon héros. Parce qu'enfin, quelqu'un défend le peuple libanais et la souveraineté et quelqu'un ne reste pas silencieux, n'a pas peur. Aussi, nous avons vu le Hezbollah dans les rues du Liban et il semblait ne prendre de l'ampleur. Pourtant, il ne recule pas, il ne fait pas un pas en arrière et il continue de soutenir l'accord. Et j'espère voir la paix entre le Liban et Israël bientôt. nous l'espérons tous. Oui, c'est bien. Oui, je suis heureuse que Joseph Aoun fasse de son mieux. Et donc, c'est mon héros. Très bien. C'est un très bon héros. Je pense que c'est un héros récurrent aussi. Nous l'avons eu plusieurs fois, mais oui, absolument. Je veux dire, il a été très, très constant. Espérons que ça reste comme ça. Nous avons déjà vécu cela dans le passé avec le Liban, mais vous savez, nous espérons le meilleur pour cette situation. Eh bien, pour finir, mon héroïne cette semaine est la nouvelle Miss Israël, Danielle Yablonska, qui est en fait une chère amie à moi. Mais je sais que c'est quelque chose... Je crois qu'en fait, l'année dernière, elle était première dauphine ou deuxième dauphine. La première dauphine, c'est la deuxième place. Oui. Donc, elle représente déjà Israël, pas seulement dans ce rôle, mais depuis de très nombreuses années déjà. C'est une militante de longue date qui a accompli un travail formidable, représentant fièrement la communauté juive, représentant fièrement l'État d'Israël depuis qu'elle a déménagé ici. Elle a fait son aliyah. Et j'étais vraiment, vraiment ravie de voir cette semaine qu'elle a été annoncée comme la candidate pour le concours de Miss Univers. Elle fera un travail incroyable. Évidemment, elle est magnifique, mais au-delà de ça, c'est aussi une personne incroyable, incroyablement talentueuse, et elle tire aussi vers le haut tous ceux qui l'entourent. Elle a été une grande rassembleuse pour les gens de la communauté juive et de la communauté pro-Israël en particulier. Alors félicitations Kol HaKavod. Nous sommes fiers de t'avoir pour nous représenter. Et nous savons que tu représenteras l'État d'Israël et toute la communauté juive mondiale de façon remarquable. Je ne pourrais pas être plus heureuse d'apprendre que Danielle Yablonska est la nouvelle Miss Israël 2026. C'est donc mon héroïne de la semaine. Elle est géniale. Il faut absolument l'inviter ici comme animatrice un de ces jours. Mais sur ce, nous concluons pour cette semaine. Nous aurons également un épisode spécial cette semaine à distance avec Fleur Hassan Nahum qui se trouve actuellement aux États-Unis. Restez donc à l'écoute, ce sera plus tard dans la semaine. Et d'ici là, merci de regarder JNS TV.